Bonjour à tous, dans cette vidéo on se propose de créer une machine virtuelle Ubuntu dans Oracle VirtualBox. Je suppose que vous avez téléchargé une version ISO d'Ubuntu et que vous avez bien sûr installé VirtualBox dans votre machine. Donc là, il suffit de cliquer sur la machine, de taper New. Vous attribuez un nom quelconque à la machine, par exemple Linux Ubuntu. Bon, donc là, vous allez attribuer un espace mémoire à la machine. Il est préférable que ça soit assez large afin que la machine virtuelle tourne sans aucun problème de performance. Donc là, je vais attribuer 4 Go environ. Voilà. Donc, vous pouvez choisir un espace qui est inférieur, une taille qui soit inférieure, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais allouer le disque dur virtuel. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez attribuer une taille assez élevée. Et si vous avez choisi la taille dynamiquement allouée, donc il va consommer que le nécessaire, à savoir l'espace que vous avez alloué pour l'installation d'Ubuntu et pour vos fichiers que vous allez mettre dedans. Voilà, donc là c'est notre machine virtuelle. Une autre étape est requise afin de pouvoir installer Ubuntu à l'intérieur de cette machine-là. Certains droits d'accès requis, donc il suffit juste de taper sur OK et normalement le problème sera résolu. Vous cliquez sur Storage, normalement vous devrez avoir en fait un contrôleur IDE, un contrôleur SATA pour le SATA, donc à ne pas toucher. Donc il va interconnecter le disque dur virtuel avec votre machine virtuelle. Et ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Là, il suffit juste de cliquer dessus, par la suite aller vers ce bouton-là. Donc là, je vais chercher. Bon, voilà. Donc, il suffit juste de sélectionner le fichier ISO et par la suite, donc, de taper sur OK. On pourra améliorer davantage les performances de la machine virtuelle en accédant à la partie système, à l'onglet système. Pour cela, il suffit d'attribuer quelques processeurs supplémentaires. D'accord. On pourra vérifier juste que ce bouton-là il est coché afin d'accélérer le traitement graphique. Là, il n'y a plus qu'à démarrer la machine. On attend quelques instants le temps que l'installation démarre. Il est à noter que vous n'avez pas besoin en fait d'installer Ubuntu dans la machine. Il suffit juste de mettre l'ISO là où je vous ai montré et par la suite de démarrer la machine virtuelle. Mais si vous allez opter pour cette option-là, tout ce que vous allez manipuler à l'intérieur de la machine, il va être supprimé dès que vous allez fermer la machine virtuelle. D'accord? C'est pour cette raison-là qu'il est conseillé de procéder à l'installation et par la suite de travailler dans la machine directement. Là, vous n'aurez plus besoin de l'ISO ni de rien. Voilà.
Voilà, donc ça c'est l'essai d'Ubuntu. Donc le lancement d'Ubuntu sans pour autant procéder à l'installation. Ça c'est l'installation évidemment. Donc là on choisit la langue, installer Ubuntu, je clique dessus, voilà. Donc on va choisir donc l'installation normale. Afin d'accélérer la procédure d'installation, on ne va pas cocher ce bouton-là, quoique si vous voulez donc avoir une version à jour d'Ubuntu, donc on n'avait qu'à cocher cette option-là et il va télécharger pour vous, faites les dernières versions de chaque package. Là, je vais choisir l'effacement du disque et l'installation d'Ubuntu, il va partitionner pour nous automatiquement donc le disque dur virtuel. Il suffit juste de continuer. Donc là, il a commencé à installer. En parallèle, donc, on pourra faire les configurations manquantes. Donc là, vous mettez un mot de passe, vous le réécrivez donc, à nouveau dans le nouveau champ. Donc ça, c'est juste un warning, c'est pas obligatoire que ce soit un mot de passe qui est fort. D'accord? Il va vous laisser passer normalement. Ils ont posé le bloc, je sais pas pourquoi. Afin de pouvoir donc changer la résolution d'affichage, et avoir un affichage convivial comme celui-là, il suffit juste de faire un clic droit, configuration d'affichage, d'accord? Et normalement, il suffit de changer la résolution, d'accord? Que vous pouvez la mettre en 1920 x 1200 et ça va bien sûr donc augmenter la taille de la zone affichée. Si ça déborde chez vous dans votre écran, il faudra juste choisir une résolution qui soit plus réduite, d'accord? Bon, Bon, étant donné que le partage de fichiers entre le système d'exploitation host et la machine virtuelle, parfois ça marche et parfois ça marche pas sous VirtualBox, donc j'ai résolu le problème à travers un flash dans lequel en fait j'ai mis toutes les ressources et là je vais la copier à l'intérieur de la machine virtuelle. Donc il suffit de cliquer sur le bouton Devices, USB, juste après de cocher le nom du flash afin qu'elle soit en fait connectée à la machine virtuelle et non plus au host. D'accord? Il suffit d'attendre quelques instants et normalement donc elle va être montée automatiquement sur Ubuntu. Vous cliquez dessus, donc là vous aurez en fait les ressources sur lesquelles on va travailler. On va faire un petit copier-coller à l'ancienne.
Voilà. Donc normalement tout est lié. Donc on va voir ensemble le premier TP relatif au socket connecté, à savoir donc le TP qui est dans le dossier suivant. Donc là, on va enchaîner avec le TP. Donc nous avons fait le petit 1, la récupération de l'image ISO et l'installation en fait d'une version de Ubuntu dans une machine virtuelle. La première étape elle a été faite du coup. La seconde étape donc, elle consiste à récupérer les codes relatifs donc à client echo tcp.c et serveur echo tcp.c. Normalement, ils sont juste là. C'est ces deux-là, d'accord. Et juste après, donc, on vous demande donc d'examiner et de lire les commentaires intégrés dans les codes sources. On va aller voir donc ensemble. Donc, on se connecte au répertoire en question. CD0, CDTP, CDTP1, TP1, slash, un petit ls pour voir, CD annoncé, extreme echo, ah voilà, un petit gedit, client echo.c, pour voir donc le contenu. Donc ça c'est le code relatif donc au client qui utilise les sockets connectés. Donc, on peut commencer par les inclusions dans le C comme vous l'avez vu l'année dernière. Donc on va utiliser donc le studio.h pour les printf et compagnie, std.h, string.h pour les chaînes de caractères, unistd.h pour les AP système, c/types.h pour des types spécifiques donc relatifs donc au socket, c/socket.h donc c'est pour les headers réseau comme c'est écrit d'ailleurs ici. Et donc là, on va définir une constante nommée buffer size de taille 1024. Donc il va désigner en fait la taille des trames qui vont circuler entre le client et le serveur. D'accord. Donc il est à noter que cette constante là, donc elle est facultative. Donc c'est moi qui a défini ça. C'est juste pour homogénéiser au fait la communication entre le client et le serveur. Dans ce contexte-là, c'est faisable vu que 1024 octets sont plus que suffisantes pour cet exercice-là. Donc là, nous avons en fait le code principal de notre programme. Donc on aura besoin de l'argc et de l'argv. L'argc, à titre de rappel, c'est le argument counter. Donc c'est le nombre d'arguments. Il va stocker en fait le nombre d'arguments communiqués à notre client. Et le argv, ce qu'on appelle le arg vector, donc il va être composé par l'ensemble des arguments. Donc c'est un tableau de chaîne de caractères, c'est pour cette raison-là qu'il a ce look-là. D'accord. Donc, comme vous l'avez vu dans le cours, donc un socket, donc c'est un moyen pour pouvoir donc véhiculer de l'information entre un client et un serveur distant sur le réseau. Côté Linux, comme vous l'avez vu l'année dernière, tout est fichier. Donc on va utiliser au fait ce paradigme d'abstraction pour pouvoir manipuler de manière aisée les sockets. Donc les sockets selon Linux également donc, ils vont être considérés comme étant des fichiers. C'est pour cette raison-là que nous aurons besoin d'une variable nommée sClient de type entier qui va désigner en fait le descripteur du fichier associé au socket. D'accord. Là, je vais utiliser en fait des buffers. Donc, un buffer pour l'envoi, un buffer pour la réception.
Le buffer d'envoi va être nommé commande, le buffer de réception en fait va être nommé message, d'accord? On va l'initialiser à 0 histoire de d'écraser en fait toute donnée impure qui ne fait pas partie de notre programme. La première étape, elle consiste à préparer l'adresse qui va être utilisée par le programme afin de se connecter au serveur. Pour cela, il suffit juste d'appeler en fait ce type, à savoir donc struct sock addr in pour faire référence à une variable de type adresse. SADDR, c'est pour dire en fait serveur ADDR, c'est-à-dire serveur adresse. On va également l'écraser par des zéros un peu partout. La première étape elle consiste à créer le descripteur de fichiers associés au socket. Pour cela, il suffit d'appeler en fait la méthode socket, la fonction socket. Elle va accepter en fait trois paramètres. Donc le premier paramètre, il est relatif à la famille de protocoles qui va être utilisée dans le cas de l'IP. V4, là on utilise au fait la constante AIFINET, d'accord? Pour d'autres protocoles, bien sûr, donc cette valeur-là, cette constante-là, elle va changer. Et si vous voulez plus d'informations en ce qui concerne les différentes valeurs que peut prendre en fait la première variable, donc là vous pouvez utiliser quoi? Vous pouvez utiliser le help associé à la méthode socket qui est accessible directement avec le man du terminal. La deuxième variable, le deuxième paramètre, ça va être en fait le style de communication, d'accord, qui va être également communiqué à travers une constante. Donc là, on va utiliser en fait stream, donc pour dire donc on va utiliser le mode connecté, d'accord. Donc c'est le TCP/IP qui va être utilisé à cet effet. Un autre champ pour des configurations assez spécifiques devra être communiqué. Si on n'en a pas besoin, en fait, il suffit juste de communiquer la valeur 0 et le tour il est joué. Donc si tout va bien, donc on ne devrait pas avoir dans le S-client une valeur qui est égale à -1, d'accord, une valeur qui est négative. Donc si la valeur elle est strictement supérieure donc, à 0, donc tout va bien, le socket client il a été créé, mais il n'est pas encore attaché à une adresse ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc la deuxième étape elle consiste à préparer cette adresse-là et à attacher ce socket-là à cette adresse afin qu'il puisse communiquer avec la machine euh, relative donc, à cette adresse-là. La première étape, donc, du coup, elle consiste à configurer ce SADDR donc, avec trois champs, à savoir donc, le SIM family, le SIM port et le SADDR. D'accord. Le SIM family va désigner en fait le protocole de communication du destinataire. Le SIM port, il va désigner le numéro de port relatif donc au destinataire. Et le SADDR, donc, il va désigner l'adresse du destinataire. Donc, dans notre cas, c'est l'adresse IP, évidemment. D'accord. Le numéro de port, on suppose qu'il va être communiqué via le second argument. L'adresse IP va être communiquée via le premier argument. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faudra, bien sûr, donc, communiquer ces arguments-là, pardon, mais avec quelques précautions. Donc, ces arguments, il ne faut pas oublier que ce sont des chaînes de caractères, d'accord? Donc, il faudra bien sûr donc les convertir au format approprié. C'est l'objectif même de ATOI, de Array to Integer. Donc, elle va prendre une chaîne de caractères et elle va le transformer en entier, pour le cas de l'arc-V2, d'accord? Autre précaution supplémentaire, donc les formats qui sont utilisés ou les types de données qui sont utilisés par la couche réseau, donc ils peuvent être différents des types qui sont utilisés niveau application. C'est pour cette raison-là qu'il est avisé de convertir n'importe quel type assez spécifique, que par exemple les doubles, les longs, les entiers, etc., vers le format correspondant niveau réseau via la fonction
H2N, S pour dire le short. Il y a également le H2NL pour dire le long sur 4 octets, d'accord? Donc là, on va convertir donc un entier sur 2 octets directement vers le format réseau. C'est pour cette raison-là qu'on a besoin du H2NS et non pas le L. Le L, c'est pour des données de taille 4 octets, d'accord? D'une manière analogue, donc l'ARC-V1 qui doit normalement accueillir l'adresse IP relative au serveur, c'est une chaîne de caractères, elle devra être convertie donc, en une adresse IP avec sous format 4 octets. Euh, Cela pourrait être fait soit à la main, soit en passant directement par une fonction nommée inetAddr qui est prête à porter, qu'on pourra utiliser et qui va convertir cette chaîne de caractères-là vers une adresse IP selon le format demandé par la couche réseau. Une fois que ceci est fait, donc là nous avons notre SADDR qui est prêt avec la famille de protocoles destinataire, le numéro de port du destinataire et également donc l'adresse du destinataire. Donc là on pourra lancer une opération de connexion. Donc pour pouvoir se connecter, il suffit juste d'appeler la fonction connect. On lui communique le socket relatif donc à notre programme, à savoir le S-client, d'accord. On lui donne comme deuxième paramètre l'adresse du destinataire avec la taille qui lui est associée. Si cette méthode-là, donc elle va vous renvoyer -1, donc là il y a un problème, donc on n'arrive pas à se connecter. Ça peut être à cause de plusieurs raisons, par exemple le fait votre application ou votre PC n'est pas connecté sur le réseau, ça peut être à cause d'une autre chose, du genre le serveur il n'est même pas opérationnel, donc ça arrive parfois. Et dans ce cas-là, on aura en fait un connect qui va vous renvoyer en fait -1 et on n'aura pas en fait possibilité de se connecter sur le serveur. Donc là, j'ai utilisé la méthode, plutôt un while. Ce while là, donc il va boucler indéfiniment tant que il n'y a pas en fait d'opération de connexion. Donc là, on va arrêter l'exécution de programme pendant une seconde, d'accord, petite pause, et par la suite, on va faire un retry, d'accord. Donc, c'est pas obligatoire d'utiliser au fait ce style de programmation là, c'est relatif aux programmeurs. Donc, on pourra bien sûr donc relaxer le nombre de tentatives. Là, c'est presque une boucle infinie jusqu'à ce que le serveur donc il nous accepte. Donc, on pourra bien sûr donc utiliser une boucle for à la place du while pour pouvoir donc effectuer un certain nombre bien précis de tentatives. Si ça ne marche pas, bien sûr, donc là, on va arrêter le bouclage. D'accord? Si on est à la ligne 26, évidemment qu'on a passé au fait le while connect qui est égal à -1. Et du coup, donc là, on a un S-client qui est prêt à être utilisé pour pouvoir envoyer des données et recevoir bien sûr des données à partir du serveur. Donc là, on va commencer notre code effectif, le code relatif donc à la résolution de problèmes. Donc, tout ce code-là, c'est juste un code technique qui a été ajouté afin d'utiliser des sockets et de communiquer avec un serveur bien spécifique via les sockets. D'accord? C'est à partir de ce point-là que notre algorithme, entre guillemets, d'accord, notre problème va être résolu. Donc là, on va essayer de construire donc une chaîne de caractères et cette chaîne de caractères, par la suite, on va l'envoyer. Et une fois qu'on l'a envoyé, donc là, on va tout simplement donc arrêter l'exécution de notre programme et retourner 0. D'accord? Donc, ce qu'on va faire en gros, donc c'est boucler tant que on a des chaînes de caractères donc à copier. Donc, on va itérer à 3 reprises. D'accord?
Donc tant que le i il est strictement inférieur donc à arc-C, donc là on va mettre la chaîne de caractères donc pointée par le i directement dans cette chaîne-là, la commande. Pour pouvoir donc la concaténer à la chaîne commande, il suffit d'utiliser la méthode sprintf, donc, qui vous permet d'imprimer donc un format bien spécifique relatif à une chaîne de caractères vers une chaîne destinataire. La chaîne destinataire, c'est celle-là. Le format, c'est celui-là. Et les différentes opérandes relatives au format sont ceux-là. D'accord? Donc, à savoir, donc la commande, elle va être placée à ce niveau-là. Et par la suite, la valeur de l'arc V, elle va être placée à ce niveau-là à la fin. D'accord? Une fois que nous avons parcouru au fait l'arc C, donc là, ce qu'on va faire, c'est envoyer la chaîne de caractères qui a été construite vers qui? Vers le serveur. Rien de plus facile, vu que les sockets sont des fichiers, il suffit juste d'écrire dans ce fichier-là ce qu'on veut et le système d'exploitation il va s'occuper du reste. D'accord? Bien sûr, couplé avec la couche réseau. Donc là, il suffit juste d'appeler la méthode write. On lui communique le descripteur sur lequel on va écrire, savoir le S-client. Ce qu'on va écrire, l'adresse du premier octet à partir duquel on va écrire des données, d'accord, ou plutôt à partir duquel on va lire les données pour qu'elles soient écrites à l'intérieur de S-client, et par la suite le nombre d'octets qui vont être lus à partir de ce buffer-là et qui vont être envoyés ou écrits à l'intérieur du descripteur de fichier S-client, d'accord. Donc là, ce qu'on va communiquer, c'est tout simplement donc, la taille de commande via le strlen. On lui ajoute également le anti-slash 0. C'est pour cette raison-là qu'on augmente de 1 cette valeur-là. D'accord? Une fois que ça a été écrit, donc là, on va tout simplement faire un petit affichage de rien du tout et on arrête donc la communication avec avec la méthode, la fonction shutdown. Donc, elle doit accepter deux paramètres, à savoir donc le socket qui va être fermé et quel est le mode de fermeture. Est-ce qu'on va tout simplement donc fermer pour de bon, tout comme dans notre cas, et pour cela il faudra utiliser au fait la constante chat read and write, chat RDWR. Si on veut fermer donc une communication en un sens bien spécifique, donc là, on pourra donc spécifier donc le sens qu'on veut fermer. Par exemple, si on veut arrêter la communication du serveur vers le client, il suffit juste d'utiliser la constante chat-rd. Et inversement, pour la communication qui part du client vers le serveur, il suffit juste de mettre un chat WR et le tour est joué. D'accord? Donc c'est juste pour la culture générale. Généralement, quand on arrête une communication, c'est pour de bon. Il y a certains cas spécifiques qui nécessitent au fait ce genre de contrôle de flux de données donc entre les deux paires. Donc une fois que la communication s'est terminée, d'accord, donc il suffit juste de libérer la ressource qui a été allouée dans notre PCB via le descripteur de fichier, à savoir le S-client. Il suffit juste de fermer ce S-client là et par la suite arrêter l'exécution. En gros, c'est ça. C'est bon. Voilà. Donc, pour pouvoir compiler le programme, il suffit juste de taper la commande gcc. Si la commande gcc n'est pas connue, donc là, vous devez l'installer à travers cette commande-là, sudo apt install build essential. Ça va vous permettre d'installer le gcc avec bien d'autres choses. D'accord. Vous choisissez en fait le nom du fichier que vous allez compiler et par la suite, mon output, vous mettez un nom de votre choix. Par exemple, j'ai choisi client TP1. Alors ça, c'est des warnings normalement donc relatifs donc, à notre programme, donc ça va pas tuer quand même. Et du coup, donc pour pouvoir exécuter, il
suffit d'appeler le programme exécutable généré via le GCC. On pourra le voir directement avec la couleur verte associée au programme exécutable. Son nom c'est client TP1 comme on l'a spécifié auparavant. Pour pouvoir l'exécuter, une façon de faire, c'est utiliser le point slash, l'opérateur point slash. Donc on spécifie l'adresse IP du destinataire de notre serveur. Par exemple, on va choisir un numéro de port quelconque. Évidemment, donc notre programme il va planter, il va essayer de se connecter indéfiniment alors que le serveur n'est pas en cours d'exécution. Donc du coup, c'est normal qu'on ait ce comportement-là. Il faudra obligatoirement lancer le serveur sur le même numéro de port que nous avons spécifié ici, d'accord? Et là, ça devrait marcher. Donc là, on devrait arrêter l'exécution avec un CTRL-C par exemple. Et on devrait aller maintenant donc vers le serveur pour pouvoir donc débloquer le client. Donc avant qu'on commence la compilation du serveur, évidemment une explication elle s'impose et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon, ça c'est les updates de Ubuntu, donc je vous laisse le soin de le mettre à jour. Voilà. Bon, pour le serveur, c'est presque le même principe. Un bloc d'inclusion, une constante, même chose pour le argc et le argv. Là pour le serveur, donc il aura besoin en fait de deux adresses, une adresse pour lui et une adresse pour le client. Possiblement, il aura besoin de quelques informations relatives au client, par exemple son adresse IP et des trucs ce genre-là, donc pour pouvoir lui communiquer des informations évidemment. La longueur de l'adresse, donc de type SOCLNT, un buffer, donc de type tableau de chaîne de caractères, un numéro de port, de type unsigned short, et donc une variable, un counter, donc qui va désigner en fait la longueur du message reçu. Donc on va mettre la longueur du message reçu dans cette variable là. Et bien sûr, donc on aura besoin d'un socket pour pouvoir communiquer avec les clients. Donc quelques contrôles d'erreur donc à ce niveau-là. Donc si le argc il est strictement inférieur à 2, donc là on arrête l'exécution du programme. On a besoin en fait d'au moins deux paramètres, d'accord? Deux paramètres en comptabilisant bien sûr donc le numéro, le nom du programme, d'accord? Et si tout va bien, donc on devrait normalement donc sauter ce bloc if là et atteindre la ligne 53. Et dans la ligne 53, donc on va faire d'une manière similaire au client. Donc ce que nous avons fait auparavant, on va préparer au fait un socket pour le serveur. Donc on met dans la variable server port donc le numéro de port qui est sous forme de chaîne de caractères. On le convertit. Donc une façon plus saine, c'est de mettre le hash to ns à ce niveau-là également. D'accord, ça serait mieux. Et on va créer donc le socket relatif donc à notre serveur donc, avec le même nom de fonction, à savoir socket. On lui communique les paramètres relatifs donc au réseau sur lequel on va travailler, à savoir la FINET pour le TCP/IP V4, le sockstream pour dire qu'on va utiliser le mode connecté, d'accord, et des flags qui vont être à 0. On n'en aura pas besoin, du moins pour l'instant.
Si tout va bien et que la valeur donc elle est strictement supérieure à 0, donc on a notre socket, il est alloué. Si ça marche pas, donc on aura un problème à ce niveau-là. Et juste après, donc là, ce qu'on va faire, c'est préparer donc le bloc serveur ADDR ou serve ADDR. Donc, on prépare la longueur de l'adresse, à savoir donc la taille du bloc, socket ADDR in. Et par la suite, donc, on écrase le contenu de la variable serve_attr avec le code hexadécimal 0x00 selon la longueur spécifiée. C'est juste pour faire un reset relatif donc à ce bloc d'octet dans la mémoire qui va être utilisé par la suite comme adresse réseau. Juste après, donc là, on devrait affecter le trio comme d'hab, donc SIM Family et le SIM port et le SATDR. D'accord. Pour le SIM Family, ça va pas changer, donc c'est le Ifinet. Pour le SIM port, ça va être le H2NS de serve port. D'accord. Et pour l'adresse IP, donc pour le serveur, on pourra lui mettre donc une adresse générique, à savoir le 0.0.0.0, et ça va désigner donc toute adresse IP ou toute interface réseau qui est présente dans notre système. Donc on pourra l'écrire en toutes lettres ou bien tout simplement donc on pourra utiliser cette constante inaddrni et normalement le tour il est joué. Si on veut conditionner bien sûr donc le serveur afin qu'il travaille sur une interface réseau ayant une adresse bien spécifique, il suffit tout simplement de spécifier cette adresse en format 4 octets, d'accord? Donc du coup, on ne pourrait pas utiliser au fait la chaîne de caractères à ce niveau-là. Il faudra faire comme ce que nous avons fait dans le client Echo TCP. Le inetAddr devra être utilisé, d'accord? Voilà. La première étape, donc, pour le serveur, il consiste à attacher donc le socket euh, à l'adresse que nous avons spécifiée, d'accord, à travers la fonction bind. Donc, il suffit juste de spécifier donc une fois le bind s'est exécuté avec succès, donc là on va aller vers la deuxième étape, à savoir donc la réservation euh, d'une file d'attente pour les connexions à travers la méthode listen. Et grâce à ça, donc, on va conditionner notre serveur de telle sorte qu'il va écouter sur les interfaces réseau, donc les demandes de connexion. D'accord? Et s'il y a un problème de mémoire, par exemple, où la file ne s'est pas allouée correctement, donc là on aura une valeur inférieure strictement à 0 qui va être renvoyée, et là on aura une erreur et un arrêt du programme. D'accord? Donc je vous rappelle, tout ça c'est facultatif et c'est bien de le faire pour éviter au fait les mauvaises surprises lors de l'exécution du serveur. Une autre remarque, on pouvait le constater, le serveur il est vraiment truffé de contrôles. C'est normal, c'est un serveur, il ne faut pas qu'il génère des erreurs ou qu'il y ait au fait des situations imprévues pour son exécution. Une fois que tout ça il a été fait, donc là on va entrer dans le code effectif du serveur. Un serveur, il devrait être implémenté de telle sorte qu'on ait une exécution infinie, c'est d'où l'utilité du while 1, d'accord? On commence par un petit affichage qui est facultatif pour dire tout simplement qu'on est en train d'attendre des demandes de connexion. À chaque fois qu'il y a une requête de connexion qui débarque, donc la méthode ou la fonction accept, donc elle va accepter la demande de connexion.
Cette méthode-là, pour info, donc elle va accepter trois paramètres, à savoir donc le descripteur du socket d'écoute, l'adresse du client et la longueur du client, qui sont passés à titre informatif par adresse. Donc là, on pourra récupérer à l'intérieur de ces deux structures-là, donc l'adresse du client, si nous en avons besoin, évidemment, et la longueur relative à l'adresse. D'accord? Une fois que la méthode, donc, ou la fonction accept, elle a été exécutée avec succès, elle va nous renvoyer un autre socket, et ce socket-là va être utilisé par le serveur afin de communiquer avec le client en question. D'accord? Cette technique-là, elle est utilisée afin d'isoler les différents flux relatifs aux différents clients. D'accord? Du coup, chez le serveur, on aura autant de sockets de dialogue qu'on aura de clients et le serveur, il pourra dialoguer d'une manière séparée entre les différents clients. D'accord? Si bien sûr, donc on a un socket de dialogue qui est strictement inférieur à 0, c'est qu'il y a un problème dans le système et du coup, donc là, on devrait arrêter l'exécution. Si tout va bien, donc là, on devrait se préparer pour le traitement de la requête de notre client. Pour ce serveur-là, donc le traitement il est assez basique, il est assez simple. Donc on se prépare pour commencer donc un buffer de réception. On l'initialise à 0, d'accord, avec le même set. Juste après, donc on va recevoir les octets qui vont être envoyés par le client. On va les placer dans le buffer. Et bien sûr, donc, on devrait spécifier pour la réception un nombre maximal d'octets à recevoir. Par exemple, ici, donc, c'est max multiplié par le size of char qui est un octet, donc, qui est égal à un octet, donc c'est presque inutile. Mais c'est juste pour vous montrer donc, qu'on peut mettre des formules à la place, bien sûr, de valeurs constantes. D'accord? Le 0, donc, c'est le comportement par défaut. Il va configurer le RFCV de telle sorte qu'il aura un comportement par défaut, à savoir le comportement bloquant. Donc, le serveur il va se bloquer jusqu'à la réception d'au moins quelques octets à partir du client. Une fois que ceci est fait, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On récupère donc nos informations donc, dans le buffer. Et le RECV il va nous renvoyer une valeur, à savoir le nombre d'octets qui ont été reçus. Si tout va bien, donc on aura une valeur qui est strictement supérieure à 0. Si c'est 0 ou c'est quelque chose qui est négatif, donc là il y a un problème. C'est pour cette raison-là qu'on arrête en fait l'exécution de notre serveur. Dans le cas nominal, ou dans le scénario nominal, on va juste afficher donc le contenu du message qui a été envoyé à partir du client chez le serveur. D'accord? Une fois que tout ça il a été fait, donc on ferme le socket relatif donc au, au serveur qui est attaché au client en question et par la suite donc on va reboucler, d'accord, pour traiter la prochaine requête. C'est bon? Donc, si on va donc, faire tourner ce scénario-là, comme on l'a fait pour le client, il faudra faire la même chose pour le serveur. Donc, du coup, on va compiler le programme relatif au serveur. Voilà. Le serveur, il est là. Donc, on l'exécute. Là, il est prêt à être exécuté. Il s'exécute. On lance notre terminal. Donc, on va se placer dans le TP1.
Là, on lance le client TP1 avec le localhost et le numéro de port relatif au serveur. Bim. Donc, comme vous pouvez le constater, donc on a juste testé en fait l'envoi d'un seul octet, d'accord. Donc l'octet il a été reçu, preuve à l'appui, donc il a été affiché sur le serveur. Et si on va réexécuter évidemment donc le code, du coup donc là il va faire la même chose, donc il va réafficher en fait l'octet qui a été envoyé, d'accord. Bon, donc là nous avons notre client et notre serveur qui sont opérationnels. Enfin, on l'a juste testé non pas sur le port 5000 mais sur le port 8888. Il suffit juste de remplacer en fait la valeur du port donc, par 5000, normalement le tout allait jouer. Et appeler le serveur à partir du client sur le même numéro de port, à savoir 5000, juste pour respecter l'énoncé du TP. Donc là on va voir donc, quels sont les sockets qui sont ouverts, qui sont en cours d'exécution. Avec le SS, monter dans A. Voilà, donc là nous avons en fait celui-là, évidemment. On est sur l'écoute de n'importe quelle adresse réseau sur le port 888. Donc ça c'est notre serveur. On pourra faire la même chose, donc un truc similaire à travers le netstat. APN. Bah, dommage. Donc, là il faudra installer ce truc. Donc à travers l'apt-get. Donc c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Voilà, donc sudo apt install tools. Donc là, c'est l'ensemble des sockets connectés qui sont en train d'être utilisés sous Unix. Quelques-uns sont en mode non connecté avec le mode datagramme. Voilà. Donc tout ça, c'est l'ensemble des sockets qui sont utilisés, que ce soit par votre appli ou par d'autres services ou des membres dans l'application, dans le système Linux. Donc on pourra tester ça. Donc, voilà. Donc ça c'est votre serveur. TP1, utilise le mode TCP avec le port 888. On a utilisé le grep, c'est juste pour filtrer en fait n'importe quelle ligne qui contient la chaîne de caractères SERV. D'accord, en particulier votre serveur. D'accord. Bon, est-ce que le serveur il peut traiter plusieurs requêtes simultanément? Évidemment que non, selon le programme que nous avons présenté à ce niveau-là. Supposons par exemple que ce serveur-là est en cours d'exécution de cette ligne-là et en même temps une requête elle débarque qu'il voudrait exécuter en cas de traitement, bien sûr. Donc il faudra que le serveur
il termine en fait toutes ces instructions et bien sûr donc il faudra qu'il à la fin de la boucle ici à ce niveau-là afin qu'il puisse réitérer et traiter la prochaine requête. D'accord? Donc du coup ça c'est l'exemple de serveur monothread ou qui utilise un seul process. Donc pour pouvoir paralléliser l'exécution, il n'y a pas 36 000 façons, il n'y en a que deux, selon ce qu'on connaît du moins de nos jours. L'utilisation de la programmation multiprocess que vous avez vu en EF3 ou bien l'utilisation de la programmation multithread avec les threads légers par exemple. D'accord? Bon bah voilà, j'espère que vous avez apprécié la séquence vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, soit sur les commentaires dans votre groupe ou dans le channel YouTube, ou bien sûr donc en salle. D'accord. Autre chose, ça c'est juste une séquence vidéo de support. On va l'utiliser en tant que support. Donc ceci ne va pas remplacer les séances de TP, d'accord? Donc, n'hésitez pas donc à poser des questions, à enrichir le contenu des séances de TP. Voilà, merci à tous et à très bientôt.